messieurs, bonsoir. Elsa, bonsoir. Bonsoir Nanette. Il est là ce dernier jour, elle est là cette clôture en beauté. Un salon placé sous le thème des mots des autres qui aura une fois de plus honoré tous ses engagements. Un salon où l'Académie française était à l'honneur, où les conférences, rencontres et débats se sont succédés, mettant en avant des thèmes littéraires qui nous accompagneront longtemps et des questions d'aujourd'hui qui façonnent l'évolution du monde. Alors évidemment, prendre le temps de s'arrêter, ne serait-ce que 10 jours, sur des sujets de vie essentiels reste indispensable à notre survie, d'où l'importance de ce salon qui est devenu annuel et qui restera notre véritable poumon de culture. Et voilà Nanette, comme vous l'avez si bien dit, c'est ce soir que le Salon du livre francophone de Beyrouth ferme ses portes sur sa 20e édition. Une édition riche en couleurs, en participation, en saveurs aussi et en idées. Jusqu'à la dernière minute, les activités se suivent et ne se rassemblent pas. Ne ratez pas maintenant, là tout de suite, une activité familiale, passionnante, le Rallye Paper de la Fèche qui se déroule encore. Ça s'intitule C'est toi le reporter, du stand de l'association francophone de journalisme. C'est toute la famille qui va s'évertuer à répondre aux questions culturelles pour remporter de gros lots. Et en ce moment même également, une rencontre avec Darina Jourdi, l'auteur de La Marseillaise. Il y a également la signature à 19h également de Hala Mournier pour Tais-toi et Creuse et aussi de Richard Millet pour différents ouvrages. À 18h, la signature de l'ouvrage Le Liban sur les rails d'Edi Chouairi et Elias Malouf. Ne ratez pas non plus la remise du prix aux lauréats du concours photo sculpture de livres au stand de l'Institut français du Liban. Et aujourd'hui, il n'y a pas de quiz, chers téléspectateurs, comme c'est le dernier soir. C'est aujourd'hui qu'aura lieu le fameux tirage au sort. Vous allez le suivre dans quelques instants. Et là, tout de suite, nous allons voir un reportage d'un petit tour que Nanette a fait dans les stands du salon ce soir. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors à vous trois, Francophonia, UFE et Clairefontaine, vous avez organisé une dictée, une sorte de dictée de Bernard Pivot. Oui, tout à fait. Ça ressemble un peu aux dictées de Bernard Pivot. Et notre but dans Francophonia, c'est promouvoir le français. Donc le français en partage et essayer d'encourager les francophones, les jeunes et les grands. Quelle est la difficulté de cette dictée ? C'est une dictée qui ressemble à celle de Bernard Pivot. Au départ, c'était évidemment les dictées de Bernard Pivot. Lorsqu'il a cessé de venir, l'UFE était la première à proposer de reprendre le flambeau et de refaire des dictées. Et on les a faites au départ dans le cadre du festival de Douma. Et en 2008, la dictée du festival de Douma s'est déplacée ici sur le Biel à l'occasion du Salon du Livre. Et depuis 2 ans, nous partageons l'événement avec Francophonia et avec Clairefontaine. Et c'est avec grand plaisir que nous travaillons ensemble. Alors cette dictée, elle est ouverte à toutes les tranches d'âge confondues ? Tout à fait, oui. Et en tant que représentante de Clairefontaine, je voudrais que Clairefontaine a un grand engagement au niveau de l'éducation puisqu'elle est partenaire de l'UNICEF. Donc elle reverse une partie de ses bénéfices, de ses ventes à l'UNICEF. Donc dans ce cadre-là, j'ai pensé que être partenaire de la dictée de l'UFE, ce serait tout à fait dans l'esprit de Clairefontaine. Est-ce qu'il y a un premier, deuxième et troisième prix ou combien en l'occurrence ? Oui, il y a 3 prix qui vont tous gagner des lots, 3 premiers prix, enfin 3 prix plutôt. L'un, enfin avec l'UFE offre des prix et Clairefontaine et Francophonia. Merci mesdames. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Très bien. La prochaine fois, il faudrait que je... Gilbert Simon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le lauréat de ce concours, le concours Astérix, qui vous permet d'illustrer, en l'occurrence le dernier, Astérix chez les Pictes. En quoi ça consiste exactement ? Exactement, c'était un concours pour les dessinateurs de bande dessinée et j'ai été choisi parmi le seul Libanais dans le monde en effet de créer cette couverture imaginaire qui a été choisie par Albert Uderzo lui-même, le maître. Et vous étiez combien à concourir ? Un petit peu parmi le monde, je ne sais pas, mais c'est un grand nombre. Alors j'étais à Paris la semaine passée, on a fait les signatures et tout, et comme on peut dire quelque chose de très important, intéressant, Uderzo a seulement dessiné Obélix sur cette couverture parce qu'il a 86 ans et il ne peut plus dessiner avec la main droite, alors il a fait avec la main gauche. Et tout le reste a été fait par Didier Conrad et Jean-Yves Ferry, comme tout le monde l'a su. Ça a été sorti le 24 octobre 2013. Et maintenant, c'est à moi de faire ma couverture et de la signer. Ça fait 1 semaine qu'on est là. Et donc vous éditez normalement, comme tout Astérix normal ? Oui, un petit peu, oui. Merci Gilbert Simon. Je vous en prie. Voilà.
Alors c'est le dernier jour du salon, vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore fait un tour, donc j'imagine que je peux vous interroger au moins sur vos attentes, monsieur. Oui, en fait, moi, je suis venu avec mes nièces et on cherche pour les enfants, c'est parce que vu la technologie de nos jours, elles n'ouvrent plus les livres. Alors on cherche quelque chose qui les fascine pour reprendre un peu la lecture. Et déjà, elles ont acheté quelques bouquins, c'est déjà quelque chose. Donc quand on voit beaucoup de livres étalés comme ça donne plus envie. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci monsieur. Merci à vous. On a grandi, on a goûté les alcools. Aujourd'hui, dans la fureur et le bruit, on se reconnaît. On n'a pas beaucoup vieilli. Un ami m'a donné rendez-vous. À l'occasion de ce salon, on aura évoqué l'amour, un peu de politique, la vie, la mort, mais très peu les femmes. Il est temps de compenser. Bonsoir mesdames. J'ai avec moi ce soir Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt, députée européenne, on reviendra sur votre parcours, et Nada Hanid. Alors Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt, vous avez été prof d'anglais de 1979 à 2009, maire adjoint de Perpignan de 1993 à 2009, avant d'être élue députée européenne en 2009. Vous êtes l'auteur de 1944-2014 au cœur des femmes. Vous l'avez signé hier. Et vous parlez du combat des femmes pour leurs droits. Elles ont pas mal avancé, mais ont encore beaucoup de pain sur la planche. Alors, est-ce que c'est un livre pour elles? C'est un livre pour les femmes, mais c'est aussi un livre pédagogique, un livre informatif, un livre dont j'ai fait un devoir de mémoire pour rappeler d'où nous sommes partis, où nous sommes et ce qu'il reste à faire. Il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire encore, même en France. Alors, le livre est illustré. C'est pour donner envie ou très joliment illustré d'ailleurs? Oui, c'est une jeune illustratrice, elle a 30 ans. C'était intéressant d'ailleurs de voir que pour elle, tout ce qui était dans ce livre était une surprise parce que ces conquêtes des droits sont derrière nous et que c'était normal. C'était pour rendre des sujets parfois graves un peu plus légers. Je voulais que ce livre soit attractif. Alors, pour apporter des changements, il faut des lois. Absolument. Et ça, c'est plus corsé. C'est plus corsé, c'est d'ailleurs la première fiche de mon livre. En France, 1944, l'ordonnance d'Alger donne aux femmes le droit de vote et d'éligibilité. Je crois que c'est le début de la progression, mais on se rend compte que pour arriver à la parité, l'an 2000, il a quand même fallu beaucoup d'années, beaucoup d'essais et beaucoup de convictions. Alors vous vous trouvez à Beyrouth, au Liban en l'occurrence, où les droits des femmes sont largement bafoués, et ça je ne vous apprends rien de nouveau. Non. Je veux parler donc à Nada Hanid, vous êtes auteur Nada Hanid également, mais ce soir je vous reçois pour votre rôle au sein de Women in Front, dont vous êtes la cofondatrice. Alors Women in Front, comme son nom l'indique, lutte pour les droits des femmes. Vous avez été reçue l'année dernière par Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt au sein du Parlement européen, d'où sa présence à Beyrouth, pour vous soutenir dans votre action à l'approche des élections. Alors qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Vous avez eu une table ronde, je sais, et qu'est-ce que vous avez pu en fait accomplir? Accomplir, nous avons un grand mot. Voilà, c'est un grand mot, vu tout le travail qui nous reste à accomplir. Mais Marie-Thérèse est une amie de Women in Front, c'est devenue une amie personnelle de toutes les femmes, de toutes les candidates que nous avons soutenues aux législatives qui n'ont pas eu lieu, mais qui veulent se lancer dans la vie politique. Nous les avons rencontrées, ça fait 3 jours. Nous avons été dans plusieurs régions du Liban. Nous avons eu hier la table ronde, nous avons eu des contacts avec elle et nous travaillons, nous nous reposons aussi sur l'expérience de Marie-Thérèse qui, pour notre prochain projet, qui est l'accession des femmes, du plus grand nombre de femmes possible au municipal. Marie-Thérèse qui a un passé de maire adjointe et qui a fait le parcours rêvé de maire adjointe au Parlement. Et c'est le parcours rêvé parce que la vie politique des femmes et des hommes devrait commencer aussi par les municipales, par le travail de proximité. Alors vous menez des batailles similaires. Combien de rapprochements ou combien de similitudes vous avez trouvé sur votre parcours? Il y a beaucoup d'embûches de part et d'autre, mais vous avez réussi à en écarter pas mal. Et chez nous, ce n'est pas tout à fait le cas encore.
de similitude, c'est le combat, c'est la ferveur qu'Ona qu'elle a et que nous avons. Tous les droits dont elle parle et qui sont dans le livre sont très loin d'être acquis au Liban. Elle parle de du mariage civil, de la loi contre la violence, de toutes ces lois qui nous manquent. On n'en est de encore pas à la transmission de la nationalité, ça commence par ça. Donc. Et surtout la loi sur les quotas. C'est la loi sur laquelle nous travaillons, notre association et beaucoup d'associations. C'est ce que les femmes libanaises revendiquent, un quota, une juste représentativité pour pouvoir, un quota provisoire, ou bien des mesures facilitatoires pour les femmes. Alors quels sont les projets à court terme, ensemble? Ensemble, Marie-Thérèse pourra vous le dire, nous avons nous avons des projets, on espère avoir des projets avec l'Union européenne, avec le groupe de Marie-Thérèse, qui fait partie d'un groupe précis dont elle pourra vous parler elle-même. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, parce que déjà, Marie-Thérèse n'est pas une personne qui s'arrête dans les projets, et ni nous d'ailleurs. Vous avez pu mettre le doigt sur des difficultés particulières au Liban, Marie-Thérèse? L'accession effectivement des femmes à la vie publique. Je pense que une des premières choses pour les femmes qui veulent se lancer, c'est évidemment d'être soutenues. Je suis députée européenne, donc j'ai une parole qui compte. L'Union européenne, c'est une institution qui compte. Je crois que d'abord, il y a un vrai besoin de formation. Lorsqu'on se lance dans un parcours politique, moi j'en ai fait l'expérience, ça a été plus un hasard d'ailleurs qu'une volonté à l'occasion d'élections partielles. On a besoin d'une formation, on a besoin de savoir comment les systèmes fonctionnent, on a besoin d'avoir des réseaux, on a besoin de connaître les rouages et les responsabilités auxquelles on prétend. On a besoin de savoir comment se construit un projet, qu'il soit municipal ou national. Et de ce côté-là, moi avec mon expérience bien sûr, mais l'Union européenne qui a des programmes de soutien à la démocratie, à la présence des femmes, est prêt à mettre cette expérience et à permettre aussi des plateformes d'échange de pratiques pour que les femmes libanaises, en l'occurrence, puisque je suis au Liban aujourd'hui, puissent voir que d'autres femmes ont mené ces combats et qu'elles y sont arrivées. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt, Nada Hanid, merci beaucoup. Au revoir. Merci. On a goûté les alcools aujourd'hui, dans la fureur et le bruit, on se reconnaît. On n'a pas beaucoup vieilli. Un ami m'a donné rendez-vous. Des amis, je n'en ai plus beaucoup. Aujourd'hui, comme c'est le dernier soir du salon, c'est l'heure de vérité avec le prix Phoenix, dont la proclamation va être faite par Monsieur Alexandre Najjar. Maître Alexandre Najjar, comment allez-vous? Très bien. Donc, on va avoir le résultat en primeur, j'ai l'impression. Oui, en fait, ce prix, donc le prix Phoenix de littérature, existe depuis 1996. C'est un prix traditionnel du salon, c'est devenu donc le prix du salon. Il est sponsorisé par la Banque Audi et il comprend un jury prestigieux puisqu'il est présidé par Amin Malouf et qu'il comprend d'importants écrivains et journalistes libanais et français. Donc cette année, c'est le 18e prix que nous décernons. L'année dernière, celui qui a remporté le prix, c'est Wajdi Maouad pour son roman Amina. Voilà. Et donc cette année, nous avions, parmi toutes les parutions libanaises qui sont heureusement très nombreuses, ce qui prouve la vitalité de notre culture, de notre littérature, nous avons sélectionné 4 ouvrages. Je rappelle que ce prix récompense un auteur libanais qui écrit en français ou un auteur français qui écrit à propos du Liban. En général, historiquement, on a plus récompensé des Libanais, mais il arrive aussi que des auteurs français qui écrivent sur le Liban soient récompensés. Cette année, on a fait les deux. Mais voilà. C'est excellent. Parce qu'en fait, le jury n'a pas pu vraiment départager 2 des 4 ouvrages qui étaient en lice. Et donc, c'est d'une part un essai qui est le livre de tambour, Gilbert Achar, Le peuple veut. Oui, il faut tourner le livre devant la caméra. Voilà. Donc l'ouvrage, c'est celui de Gilbert Achar, Le peuple veut. Donc c'est une très bonne analyse des révolutions arabes. Donc j'encourage tous ceux qui n'ont rien compris aux révolutions arabes ou qui se demandent... Et ils sont nombreux, je pense. Voilà, et ceux qui se demandent si ce qu'on appelle le printemps arabe est devenu un automne ou un hiver. Donc je les invite vivement à lire cet essai parce qu'ils comprendront beaucoup
beaucoup de choses. Gilbert Achard est un professeur qui a enseigné aussi bien à Londres qu'à Paris qu'à Berlin. C'est un analyste remarquable et donc ce livre vaut vraiment la peine pour ceux qui veulent décrypter les révolutions arabes. Et deuxièmement, le deuxième lauréat de cette année, donc c'est Sorge Chalandon, qui a déjà obtenu en fait un prix au Liban, puisque la liste le Goncourt, le choix de l'Orient. Mais nous, bon, on n'est pas liés par les autres prix. C'est un excellent ouvrage, vraiment. Donc c'est un roman d'un romancier qui est déjà primé, puisqu'il a eu le prix Médicis, le prix de l'Académie française. Mais nous, comme Libanais, comme jury aussi donc, de ce prix Phénix, le jury a voulu récompenser ce livre qui se déroule au Liban, qui raconte comment deux amis décident de monter une pièce de théâtre, la pièce d'Anouilh Antigone, dans les ruines de Beyrouth. En plein dans la guerre de 82. Et en choisissant comme acteurs des gens de toutes les confessions qui se battaient entre eux. Donc c'était une sorte de parabole. On a d'ailleurs parlé de cet ouvrage, Maître Najar, avec M. Chalandon. C'est un excellent ouvrage. Merci beaucoup d'être passé pour nous annoncer ce prix en primeur. J'invite en fait les téléspectateurs à lire ces livres. Donc il y a un essai, un roman d'un Libanais et d'un Français. Donc je pense que ça leur fera une bonne lecture. Et il faut également parler juste en 2 mots de votre ouvrage qu'on a largement débattu dans Voyage, qui est Les Anges de Miles Garden, Les Anges de Miles Garden, que vous avez signé dans le cadre du salon. Merci beaucoup de votre présence sur notre plateau. Merci. Donc maintenant, on s'arrête avec une petite pause publicitaire et on revient à vous. On se reconnaît. On n'a pas beaucoup vieilli. Un ami me donne une On l'avait annoncé dès le début du salon. Ce salon est différent parce qu'il s'intitule Les mots des autres et qu'il ouvre la porte sur les traductions d'ouvrages du français vers l'arabe. Pour nous en parler justement, Thierry Quinqueton, qui est commissaire général du salon. Bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous un peu plus donc de l'impact de cette nouveauté cette année au salon. Alors l'idée que nous avons eue, c'est d'une part de proposer à toutes les maisons d'édition de langue arabe qui ont traduit du français, et il y en a beaucoup, de pouvoir diffuser sur le salon du livre francophone les livres qui correspondent à des traductions de la langue française. Alors je pense à des maisons comme Wedat, comme Academia, comme Dar el Jamal, toutes sortes, et il y en a au total une quinzaine, donc je ne peux pas tous les... Donc elles étaient ici présentes, on les a vues, voilà. Et la nouveauté c'est qu'on avait des ouvrages en arabe comme celui-là par exemple. On a donc l'ouvrage d'Amin Maalouf, Origine, traduit en arabe, Bidayat. Donc on avait également donc les traductions en arabe. Est-ce que ça a suscité un intérêt auprès des Libanais, Monsieur Quinqueton? Oui, tout à fait. Enfin, notamment les ouvrages d'Amin Maalouf publiés chez Dar al-Farabi en langue arabe ont eu beaucoup de succès, mais d'autres aussi. Alors également, bien sûr, à l'occasion de la liste Goncourt, le choix de l'Orient. Cette année, c'est donc Sorge Chalandon qui a reçu le prix, mais l'an dernier, c'était Mathias Sénard. Et donc cette année, on a fait revenir Mathias Sénard et on lui a présenté avec Al-Jamal son ouvrage traduit et édité en arabe. Et vous avez senti, vous, en tant que Libanais, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont acheté ces ouvrages en arabe, qui ont aimé comparer peut-être, comme ils sont bilingues Oui, je pense. L'idée, c'est de faire un pont. On a dans un mois un grand salon du livre de langue arabe à Beyrouth. Il ne s'agissait pas pour nous de nous substituer, bien sûr, au salon du livre arabe de Beyrouth, hein. Mais c'était de montrer qu'il y a des tas de livres qui existent et en français et en arabe. Que ce soit du côté de livres français traduits vers l'arabe, mais aussi du côté de livres arabes traduit vers le français. Et c'est pour ça qu'on a édité avec l'Orient des livres un catalogue nouvelle parution présentant, alors là, les nouveautés, un certain nombre, c'est un choix forcément, mais un certain nombre d'ouvrages publiés en langue arabe, de façon à pouvoir les présenter aux éditeurs français, pour que les éditeurs français puissent eux aussi traduire vers le français les livres publiés en arabe et les publier en France. Et Thierry Quinqueton, est-ce que vous sentez que les traductions aussi, ça a suscité un intérêt chez les traducteurs
traducteurs également pour qu'il y ait plus de traduction d'ouvrages d'une langue vers l'autre? Oui, tout à fait. Et on a eu notamment dans le cadre des journées professionnelles une rencontre tout à fait passionnante sur la traduction avec beaucoup d'intervenants, notamment Farouk Mardambé d'Actes Sud. Et je sais qu'il y a eu des débats sur les difficultés de la traduction de l'arabe vers le français et du français vers l'arabe. Puisqu'on a deux langues qui ont des éléments de vocabulaire communs, mais qui ont aussi des structures très, très différentes. Il y a beaucoup plus de substantifs, beaucoup plus de noms en français, beaucoup plus de verbes en arabe. Donc ça pose des problèmes pour les traducteurs. Vous qui parlez arabe. Alors je ne parle pas du tout arabe, mais non, c'est ce qu'on m'a expliqué. Quelques mots peut-être. Shukran. Shukran, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir également parce qu'on vous avait interviewé au début du salon. Là c'est le dernier jour. Juste un petit mot sur votre impression. Écoutez, je crois que c'est une impression très positive. Maintenant, bien sûr, on attend la fin et l'évaluation pour avoir des données plus précises. Mais on a bien vu que c'était un salon très vivant, qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient. Il y a eu des débats de grande qualité, des débats passionnés. Donc un beau salon du livre, je crois. Et c'est votre première année en tant que commissaire général du salon? Tout à fait, c'est ma première année. Donc en fait, ça veut dire, comme je suis là que depuis 2 mois, que ce salon doit beaucoup à toute l'équipe qui l'a préparé, beaucoup à mes prédécesseurs. Aurélien Le Chevalier, Martine Gillet et les autres. Merci beaucoup de votre présence sur notre plateau. Merci à vous. Merci. À présent, chers téléspectateurs, nous allons vous passer un reportage avec Nanette et ses invités. Ça réchauffe. Peu à peu, on n'a plus peur. Un ami m'a donné rendez-vous. Des amis, je n'en ai plus beaucoup. Mon ami me sautera au cou. Des amis, je n'en... Naïla Debes, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes sculpteur, jardinier paysagiste et auteur. C'est le propos qui nous intéresse ce soir. Après Sofar Blues en 2010, c'est au tour d'un matin de pluie mauve de naître en 2013. Alors je montre le livre. Il faut que j'arrive à voir tout en même temps. Bon, un matin de pluie mauve, c'est Abel, un juif libanais qui va faire une rencontre décisive. Au départ, c'est un couple qui l'interpelle et comme il est curieux des autres, il va les suivre sans trop savoir pourquoi d'ailleurs. Première notion de destin qui arrive. Oui, enfin dans mes livres, je parle souvent du destin. Ça doit être mon côté oriental. Et fataliste. Voilà. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie du livre, je fais parler Schopenhauer qui dit, lui, le destin mêle les cartes et nous jouons. Maintenant, on peut bien jouer, on peut mal jouer, on peut bluffer. Ça reste à nous de décider de ce qu'on peut faire, de ce que le destin nous aura donné comme carte. Reste à voir s'il y a destin et s'il y a jeu. C'est encore à prouver, ça. Oui, ouais. Exactement. Alors, cette notion, elle apparaît à la 20e page, donc dès le début du livre, où vous dites « Ainsi en est-il de certains de nos actes incompréhensibles sur le moment, mais qui cependant orientent la marche du destin. » Combien sommes-nous maîtres de notre destin par rapport à ce jeu dont nous parlons? Moi, je pense que ce livre aurait pu s'appeler Maktoub. Moi, je suis de celles qui croient que les choses sont plus ou moins déjà dessinées pour nous. Et puis bon, disons qu'il y a une petite marge de 20%. Mais en gros, tout est déjà écrit. Donc vous croyez fermement que les cartes sont déjà distribuées? Oui, je suis de celles qui croient ça, ouais. L'amitié, l'exil et ses affres, l'amour qui mène à la rédemption, l'amour salvateur, l'amour avec un grand A et l'amitié avec un grand A. C'est surtout ça ce livre. Et puis le bonheur après lequel on court. Oui, le bonheur, mais est-ce qu'Abel va le retrouver? Je vous laisserai découvrir. Mais oui, c'est un roman sur... il y a aussi beaucoup de nostalgie de ce pays qui n'est plus, hélas. Et alors en fait, ce pays qu'on aime, mais qu'on n'aime plus, on ne sait pas trop si on l'aime, on ne l'aime pas. Oui, on peut presque le dire, ce pays qu'on déteste maintenant, parce que ce n'est plus celui qu'on a connu.
Et moi, ce que j'ai voulu faire... Et son vous n'êtes nouveau pas- visage est tout à fait détestable. Ah oui, dans le enfin, livre. pour moi, dans oui, le- pour Abel aussi. Pour Abel aussi, Alors, oui. est-ce qu'Abel, c'est un petit peu moi? Je ne sais pas, Bon, mais... c'est toujours un petit peu l'auteur quand même. Probablement, Le oui. personnage Mais principal. Ce que j'ai voulu faire aussi, c'est... Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que pendant la guerre, beaucoup de gens rêvaient d'être ailleurs. Moi, je faisais partie de ces gens-là et je me suis toujours demandé si j'avais été ailleurs ou en exil, est-ce que j'aurais continué à faire comme tous ceux qui sont dehors et qui béatement croient que ce pays est le paradis sur Terre. Donc j'ai laissé parler Abel et je vous laisse découvrir ce qu'il en pense. Je crois qu'on va laisser les téléspectateurs découvrir parce qu'on a très peu de temps, mais je voulais quand même insister sur la couverture. Vous avez choisi en couverture un peintre que vous affectionnez tout particulièrement et qui est Mounir Najm. Oui, parce que je trouve que c'est un peintre des années 60-70. À mon avis, c'est un des plus grands peintres libanais, malheureusement tombé dans l'oubli, au profit d'autres dont on parle un peu trop souvent. Donc je voulais lui rendre hommage et j'espère qu'à travers ce livre, les gens le connaîtront et auront envie de le découvrir. Naïla Debs, merci beaucoup Merci, et au revoir. Merci à vous. Au revoir. Des amis, je n'en ai plus beaucoup. Mon ami me sautera au cou. Et c'est la vie qui nous fait un peu de peine. On se dit quelquefois c'est plus la peine. Le réconfort, c'est le feu au fond du cœur. Ça réchauffe et peu à peu on n'a plus peur. Un ami m'a donné rendez-vous. Laurent Constantini, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très contents que vous soyez avec nous ce soir. Comme c'est la clôture, on a eu très envie de clôturer en beauté avec votre recueil qui s'intitule Beyrouth, Beyrouth. C'est un recueil qui est très fascinant parce qu'en quelques mots, en quelques vers, vous décrivez notre capitale libanaise de manière très différente. Vous êtes libanais, n'est-ce pas ? Non, pas du tout, je suis français. Vous avez des aïeux libanais, vous Non avez vécu plus, au Liban, non. mais- Parce que là, ce qu'on sent à travers ça, c'est que c'est comme si c'était un Libanais qui parlait d'une terre qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Donc vous êtes français, vous êtes né à Nice, n'est-ce pas? C'est ça. Vous êtes édité là aux éditions Z, qui sont En des Suisse. Suisses. Et d'abord, comment vous avez eu ce coup de cœur pour Beyrouth? C'est une histoire d'amour et de hasard. Mes grands-parents maternels y ont vécu pendant quelques années avant la guerre civile. Mhm. Et un jour, j'ai eu envie de découvrir ce pays. Comme je suis aussi photographe d'architecture, je me suis pris de passion et d'émerveillement pour les maisons anciennes et les immeubles abandonnés du centre de Beyrouth. Et depuis 8 ans, je suis venu les photographier, les recenser inlassablement. Et ce livre est en quelque sorte l'illustration de mes photos. De vos photos, Alors, c'est justement, très qui drôle n'existent parce pas que là. vous aimez beaucoup Beyrouth. On va citer peut-être 2 ou 3 Oui. vers si on a le temps. Alors que l'auteur qui vient de vous précéder, elle, dans son livre, déteste Beyrouth. Du moins, son nouveau Mais visage. ce qui est bien chez Laurent Constantini, c'est qu'il parle de Beyrouth comme il l'aime et comme il ne l'aime pas, parce qu'il y a des choses qui sont des faiblesses aussi, des lacunes. Vous dites par exemple, on va lire quelques extraits de votre recueil, Beyrouth, des gens me disent que j'arrive trop tard, que je ne t'ai pas connue avant, que tu étais plus belle encore. Et le vers que je vais citer, moi je trouve va donner beaucoup d'optimisme à tous ceux qui sont coincés dans les embouteillages tous les jours. Beyrouth, tes gaz d'échappement vont me tuer et pourtant je les respire comme le jasmin qui s'enroule à tes balcons. Et vous dites aussi Beyrouth, j'aime quand le soir tu cernes tes yeux du col bleu de la Méditerranée avant de t'endormir. Beyrouth, je te sens écartelé entre l'Orient et l'Occident. Beyrouth, fais comme moi, ne choisis pas. Ça c'est mon préféré. Ça résume, à mon avis, toute cette ambivalence, ce que nous avons, nous, comme contradiction et comme fusion entre ces deux mondes. C'est vrai que c'est une ville de paradoxes et de contradictions. Et il faut l'aimer avec tous ces paradoxes et avec toutes ces contradictions. Merci beaucoup, Merci à Laurent vous. Constantini, pour ce passage sur notre plateau. On essayera de se souvenir de vos vers quand ça n'ira pas pour nous. Merci. Merci Pierre. à vous. On se connaît
Le Breton, bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut français. Juste un mot, un bilan en un mot du Salon du Livre cette année. Dans le micro, s'il vous plaît. Écoutez, 2 mots peut-être, si vous m'y autorisez. Si on nous en laisse le temps. Je suis très heureux parce que c'est un salon avec une fréquentation qui a été très forte. Les exposants sont également très satisfaits de cette édition 2013 du salon. Et les auteurs qui sont venus de France, d'un peu partout, étaient également très touchés par l'accueil qu'ils ont eu des Libanais qui les ont interrogés, qui leur ont demandé de signer leur livre. C'était effectivement un très bon salon. Et pour clôturer le tout en beauté, on va procéder au tirage au sort pour les 3 lots gagnants du quiz de la MTV. Avec vous et également avec le vainqueur de l'année dernière, Charles Lemeur. Donc je vais vous demander à vous de tirer d'abord le premier lot. D'accord, vous donnez le nom, oui. Donc il s'agit de Paola Caldani Macaron. Paola Caldani Macaron, bravo, vous avez remporté le premier lot de ce quiz, un lot, donc plusieurs lots à la fois, offerts aussi bien par l'Institut français de Beyrouth que par la librairie Antoine et Clairefontaine Liban, que l'on remercie un à un. Charles, je vais te demander s'il vous plaît, vous passez le bocal à Charles, donc qu'il tire le deuxième lot. L'année dernière, on avait un gamin qui a remporté le prix, donc on va lire le nom. Rima Mansour. Rima Mansour, également félicitations. Et le dernier, s'il vous plaît, on a encore un seul lot. Et donc tous ces lots vont être offerts aussi bien par la librairie Antoine, des bouquins, de très beaux bouquins, par l'Institut français du Liban et également par Clairefontaine Liban. Tous nos remerciements. Donc le dernier lot. Il s'agit de Charbel Abi Karam. Charbel Abi Karam, félicitations. C'est ainsi que notre 21e... Notre petit séjour en direct du Biel se clôture. Nous vous remercions de nous avoir suivis le temps de ces 10 émissions. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et merci beaucoup. À toute l'équipe dans les coulisses et sur scène. Merci beaucoup. Au revoir. C'est le feu